Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque samedi pour le Hey Zogma à quoi tu joues. On va parler de 4 jeux. On va parler de Puzzle Strike 2, on va parler de l'extension Dark Nova, on va parler de Imperial Miners dont on a déjà parlé sur la chaîne il y a quelques jours et on va parler de l'extension du microgame Megalopolis. N'hésitez pas à aller directement sur le timer de la vidéo pour aller au jeu qui vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et on va commencer tout de suite par vous remercier pour la vidéo que j'ai sortie dimanche pour les noms de la chaîne qui parlait de statistiques, qui parlait d'argent, qui parlait de partenariat, qui parlait de mise en avant de moi-même. Parce que c'était une vidéo où je me jetais pas mal de fleurs, parce que finalement je montrais des statistiques assez alléchantes. J'avais un peu peur de la manière dont ça allait être reçu par vous, par la communauté, parce que on se met un petit peu en avant, on peut faire passer pour le gars qui se sent plus, qui est un petit peu un but de sa personne, qui fait un peu trop le bonhomme. Finalement, ça a été reçu de manière bienveillante. Au contraire, vous m'avez plutôt remercié pour la transparence et l'honnêteté de mes propos, donc merci. Ça faisait un petit peu peur. Je trouvais que c'était original, que forcément ça allait attirer. J'ai mis argent en jaune, un petit peu plus taclique tout ça, mais merci pour finalement pour votre bienveillance. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vidéo qui a fait plus de 2000 vues en quelques jours. J'ai reçu que 100 commentaires sur la vidéo. J'essaie de répondre à tout le monde, d'essayer de rattraper mon retard, mais 100 commentaires plus les commentaires sur les autres vidéos, ça fait du travail, mine de rien. Je disais que faire des vidéos, c'est pas du travail, mais répondre aux commentaires, ça prend plus de temps qu'on pourrait croire. Donc merci, je lis tout le monde et je répondrai à tout le monde, mais ça prend plus de temps. Mais du coup, on rajoute un peu plus de contenu sur la chaîne, on crée cette nouvelle vidéo. On va commencer tout de suite par Imperial Miners. Une vidéo du jeu est déjà sortie mardi dernier, elle a été pas mal vue, forcément, parce que la vidéo de dimanche a attiré pas mal de monde, donc il y a eu pas mal de gens qui se sont concernés, qui se sont intéressés à ce que je produis. En tout cas en tant que vidéo. Imperial Miners, c'est un jeu distribué par Yellow, un jeu de Team Armstrong dans l'univers d'Imperial Settlers, et c'est illustré, c'est écrit devant je crois, par Anna Quick. C'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur, c'est un jeu que je ne désirais pas spécialement au départ, puisque je n'en avais jamais entendu parler. J'avais vu vite fait la boîte dans un Cdispo, mais je m'étais dit que c'était un jeu de joueurs. Je leur ai demandé, et là, et l'éclat de la montagne, ils ne pouvaient plus me l'envoyer parce qu'ils n'en avaient plus. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière quand je vous l'ai présenté, mais du coup ils m'ont dit si tu veux on peut te proposer Quicksand, mais Quicksand ne m'intéressait pas plus que ça. Et bien Imperial Miners, donc j'ai dit par contre Imperial Miners je ne connais pas, pourquoi pas. Et ça a été une plutôt belle surprise. Alors c'est dans l'univers d'Imperial Settlers, je n'ai jamais joué à Imperial Settlers, je ne connais pas cet univers, mais là finalement on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'ambiance, parce qu'on va retrouver cette ambiance graphique du premier jeu. On va en fait avoir une création de moteur. On va créer notre mine. On est des nains, on est dans la mine, on va creuser. Et tout simplement, on va récupérer des cartes tour après tour que l'on va poser dans notre mine. La petite particularité, c'est qu'il y a toujours une base d'entrée. Vous placez votre carte juste en dessous, vous activez l'effet de la carte qui va vous donner de l'argent, qui va vous donner des points de victoire, des joyaux, qui va vous donner un petit bonus. Et ensuite, vous activez un des effets de la tuile de départ, qui va être de récupérer de l'argent, de monter sur une piste, et je vous dirai ce que c'est juste après, ou de piocher des nouvelles cartes. Tour d'après, vous placez une nouvelle carte. Soit vous la placez adjacente au niveau 1, soit vous placez une carte de niveau 2, ou de niveau 3 si vous avez déjà fait plusieurs niveaux. Ces cartes, plus elles sont profondes, plus elles sont fortes, plus elles apportent un gros bonus, et je vous ai dit c'est une création de moteur, parce que quand vous faites votre carte de niveau 3, que vous placez niveau 3, vous allez activer une des deux cartes adjacentes, parce que ça fait une pyramide comme ça, qui sont au niveau 2, vous choisissez, soit celle de gauche, soit celle de droite. Si vous avez choisi celle de gauche, une fois que vous avez fait le pouvoir, vous choisissez une des deux cartes adjacentes au-dessus du niveau 1, et ensuite de la base. Donc vous allez faire comme ça un effet en cascade, vous allez gagner de plus en plus de bonus, en tout cas si vous êtes bon, parce que dans la partie que j'ai faite mardi, elle était franchement pas terrible au niveau de la qualité de jeu. Et donc tout en étant un jeu très simple, vous avez une carte dans votre main, vous la payez, vous la posez, vous faites les bonus qui remontent, et bien c'est vraiment excellent. Excellent pourquoi? Parce que déjà à chaque tour, vous allez tirer une carte événement. Il n'y a que 10 tours sur la partie, c'est ultra court. Donc 10 événements sur un paquet d'une vingtaine. Donc vous ne savez pas savoir ce qui va vous arriver, mais la plupart du temps, ça va quand même être une petite crasse qui va remettre un petit peu de piment, qui va modifier un petit peu votre stratégie, des fois qui va vous aider. Et puis vous avez cette petite mécanique qui, si elle est très simple, il y a quand même un petit peu de profondeur parce qu'il y a quand même un gros paquet de cartes. Les cartes sont relativement toutes différentes, même si des fois on retrouve des similitudes entre les cartes, et surtout il y a 6 factions, 6 races différentes, les Écossais, les Égyptiens, les barbares, les Romains, les Japonais, et je ne sais pas lequel je n'ai pas cité, les Atlantes, qui auront chacun leur petite mécanique. Les Écossais par exemple, plus vous jouez des cartes écossais, moins les Écossais coûtent cher. Les barbares, eux, vont jouer sur un mécanisme d'éboulis. Quand vous utilisez le pouvoir de la carte, elle est ultra puissante, mais vous mettez un éboulis dessus. Vous ne pouvez plus l'utiliser.
Par contre, il y a certaines cartes qui vont vous faire retirer tous les éboulis de votre mine et qui vont vous faire remonter les points. Les Atlantes, eux, vont vous mettre des petits tokens sur différentes cartes, et plus vous avez de tokens sur ces cartes, plus la puissance augmente. Donc au départ, c'est très lent, mais petit à petit, ça fera de plus en plus de combos. Donc il y a quand même 6 mécaniques différentes dans le jeu, et en plus, vous allez pouvoir monter sur des pistes de progrès différentes, 3 différentes, chaque piste est recto verso, donc finalement à chaque partie vous allez avoir un côté ou l'autre côté, ce qui va vous faire 8 configurations de départ, et sur cette piste, quand vous allez monter, quand vous allez vous arrêter sur des cases, vous gagnez les bonus. Ça peut être des points, ça peut être des cartes de niveau 4 pour aller encore plus loin dans votre mine, ça peut être de l'argent, et quand vous arrivez tout en haut de la piste, vous débloquez un gros bonus et vous devez vous placer sur une autre piste. Donc, tout en étant un jeu ultra simple, c'est 4 pages de règles, on a compris en 2 secondes, c'est pas un jeu ultra profond non plus, vous n'avez pas 15 mécaniques, ou 300 mécaniques plutôt pour que ça fasse un peu plus waouh de gestion moteur, c'est assez simple mais c'est fluide, une partie c'est 20 minutes, c'est pas le jeu de l'année, c'est un jeu très familial, mais vous voulez regarder un petit match de foot, vous faites une petite partie en même temps, vous attendez pour partir au travail et vous n'avez plus trop le temps, vous faites une partie d'Imperial Miners, ça passe très bien. Si je devais donner des petits points négatifs, on l'a vu dans la vidéo, c'est un beat your own score. On doit battre son propre score, on a une petite échelle pour comparer, mais c'est tout. En multijoueur, finalement, c'est exactement pareil. C'est un jeu solo, il n'y a aucune interaction, on va tout jouer dans notre coin et à la fin, on compare nos scores. Donc c'est un point négatif parce que forcément, se comparer à une échelle, on ne va pas faire ça 300 parties, on va vite s'essouffler. Mais finalement, c'est la mécanique de base du jeu. Ils n'ont rien adapté, le jeu est comme ça, donc on n'a pas besoin de le changer pour du solo. Il y a quand même certains archétypes qui sont plus forts que d'autres. Les parties où vous allez jouer les Écossais, vous aurez toutes les cartes Écossais qui vont sortir. Si la piste de progrès en plus qui sort vous dit que plus vous avez de cartes du même type, plus vous marquez de points, là c'est la partie où vous allez exploser les scores. Donc certaines factions sont plus simples que d'autres. Et donc justement, en multijoueur, vous allez des fois avoir une main de départ qui va être beaucoup plus intéressante que d'autres et ça va un petit peu déséquilibrer la partie. Donc après là vous jouez en solo, donc si vous avez une main pétée, tant mieux pour vous, personne ne sera déçu. Mais ce qui peut faire quand même que sur le long terme, la rejouabilité va baisser, puisqu'il y a certaines configurations meilleures que d'autres, et qu'en plus il faut simplement battre son score. Ceci dit, ça reste un jeu quand même assez plaisant, vraiment une belle petite découverte, surtout quand on ne connaît pas un jeu, qu'on ne s'attend à rien, et souvent on est plus surpris positivement que quand on attend beaucoup d'un jeu. Allez, on va maintenant parler de Monde Marin, l'extension pour Ark Nova, toujours un jeu de Mathias Vigueux avec plein de photos faites par des photographes probablement formidables. Alors c'est comme une seule personne, illustration Loïc Billiot. Alors d'ailleurs, il parle d'illustration, mais ce sont des photos. C'est toujours édité par Super Meeple. Alors moi, je ne suis pas le plus gros connaisseur d'Ark Nova. J'ai fait avant l'extension, j'ai fait 10 parties d'Ark Nova dans ma vie, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est assez peu. J'ai pas un avis ultra profond sur Ark Nova, j'ai un avis d'un joueur lambda, pas très fort. Mais j'avais quand même envie de découvrir ce que proposait cette extension. Non pas que j'avais suffisamment poussé le jeu de base pour avoir besoin de cette extension, mais j'avais envie de découvrir. Clairement, je vais vous le dire, si vous êtes un joueur moyen comme moi, au niveau de la régularité de jeu, en tout cas pour Ark Nova, cette extension est totalement dispensable. Vous n'avez pas besoin de cette extension. L'extension va rajouter du contenu, mais ne va pas clairement bouleverser le jeu. Donc, si vous jouez une fois de temps en temps, si vous avez 10 parties sur un an comme moi à Ark Nova, ne l'achetez pas. Ceci dit, l'extension est quand même intéressante. Elle va rajouter des cartes avec un univers sous-marin. Elle va rajouter donc des aquariums, un peu comme la volière et le vivarium. Et elle va rajouter du coup toutes des cartes animaux marins avec 2 petites mécanismes en plus. Forcément, qui dit qu'on rajoute un gros paquet de cartes comme ça, dit qu'on va avoir encore plus de mal à voir les cartes sortir. Et c'est dommage, parce qu'il y a une nouvelle mécanique qui est le corail. Quand vous jouez une carte corail dans votre zoo, vous récupérez le bonus. Quand vous jouez une deuxième carte corail dans votre zoo, vous faites le bonus de vos 2 cartes corail. Quand vous jouez une troisième carte corail, 3 cartes corail. Donc finalement, il y a cette combo, on va avoir envie de jouer de plus en plus de corail. Sauf que, on l'a dit, on a augmenté le gros paquet de cartes. Donc finalement, vos cartes corail vont être diluées dans le paquet. Et là où c'est intéressant, pour corriger un peu ça, ils ont rajouté cette mécanique de vague, de marée. Quand dans la rivière de cartes, il y a une carte qui apparaît avec une vague, vous en défaussez une de plus et vous faites avancer. Ce qui fait que le paquet de cartes, finalement, va avancer autant qu'avant, en tout cas, alors qu'il y a plus de cartes, ce qui va vous donner la possibilité plus facilement de retrouver, de voir les cartes qui vous intéressent. Et ça, c'est quand même une bonne idée pour finalement profiter de cette mécanique de combo. Mécanique de combo qui, ceci dit, ne m'a pas l'air d'être non plus ultra pété, parce qu'il y a quand même un taux de cartes dans la pioche qui est quand même assez faible, donc peut-être que vous allez réussir à faire 3-4 cartes corail, mais je ne suis pas sûr que vous ferez beaucoup plus. Après, encore une fois, je ne suis pas un expert absolu. La grosse nouveauté supplémentaire, c'est que finalement, vous savez, on a 5 actions différentes,
créer un animal, créer un terrain, un enclos, je ne trouve plus le terme, aller faire des projets associatifs, etc. Et bien là, finalement, vous avez pour chaque action un deck avec 4 ou 5 variantes possibles que vous allez pouvoir tirer aléatoirement ou drafter. Ce qui va faire que sur votre partie avec 5 cartes, vous allez piocher, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 versions alternatives. Je crois que c'est 3 versions, non, 2 versions alternatives sur les 5 actions. Oui, je crois que c'est ça. Bon, bref, 2 ou 3 actions alternatives sur les 5 actions, ce qui va faire que chaque partie sera encore un peu plus différente, sera encore un peu plus asymétrique. Ces bonus sont jamais ultra pétés quand même, mais ça va rajouter vraiment un petit bonus. Ça ne sera jamais un négatif, ça sera jamais un malus, ça sera vraiment un bonus qui va faire que certaines actions seront quand même plus fortes lors de votre partie, alors que votre voisin sera plutôt plus fort sur d'autres actions. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Toujours plus d'asymétrie, toujours plus d'asymétrie. Alors, il n'y a pas de nouveaux os, hein. Vous voyez, la boîte est petite, donc il n'y a pas la place pour mettre des os, mais ces mécaniques font que ça rend le jeu toujours plus intéressant, toujours plus profond. Pour moi, il n'y a pas vraiment de gros défauts, à part que si vous êtes un joueur lambda comme moi, encore une fois, c'est clairement pas indispensable. Vous avez déjà suffisamment de contenu, vous avez déjà une rejouabilité suffisamment importante, vous avez déjà de quoi apprendre à jouer bien avant de vous intéresser à cette extension. Ceci dit, j'avais envie de la tester. Autre petit point négatif, c'est que vous avez tous des petits meeples pour chaque couleur. Alors les bleus seront les poissons, les noirs, ça sera les pingouins, les jaunes, les petits singes, les rouges, etc. Pour remplacer, vous savez, quand vous allez faire des projets associatifs, c'est ça le terme, je ne sais plus, vous prenez un petit cube de votre zoo, vous débloquez le bonus et vous allez le bloquer. Pour remplacer ces petits cubes, vous mettez ces petits animaux. C'est bien, finalement, je trouve que ça perd en lisibilité. Je trouve ça plus lisible d'avoir des petits cubes tout beaux qu'avoir un singe. En plus, les singes, ils sont un petit peu plus larges que le petit carré officiel pour mettre le cube, donc ça déborde un peu, c'est moins esthétique, c'est moins... S'ils ne sont pas parfaitement alignés, on voit plus la différence. Donc ok, ça fait un petit peu version de luxe, mais finalement, moi je l'utilise pas. Quand j'ai joué, alors j'ai fait que 3 parties avec cette extension, donc maintenant je suis à 13 parties d'Ark Nova. J'ai préféré utiliser pour ma deuxième et ma troisième les petits cubes. Je trouvais que c'était plus lisible, que ça changeait pas grand chose d'avoir ces petits meeples. Voilà pour mon avis sur Ark Nova, ou en tout cas pour l'extension. On va passer ensuite à un gros jeu acheté d'occasion, un gros jeu qui n'est pas sorti en France, mais on va en parler quand même parce que j'y ai joué cette semaine. C'est Puzzle Strike 2, un jeu de Sirlin Games, un jeu dont on ne connaît pas les auteurs, en tout cas c'est pas écrit sur la boîte, c'est écrit probablement dans la notice, mais je ne vais pas l'ouvrir. C'est un jeu très sympa. C'est un jeu, pourquoi on a envie de l'acheter? Eh bien pour ça, il y a un vrai sceptre en taille réelle, d'ailleurs c'est écrit sur la boîte et c'est vrai, le sceptre est vraiment en taille réelle, et si on appuie sur ce petit bouton, ça fait de la lumière, et oui, quand on a ça, on a clairement envie d'acheter le jeu, ou en tout cas ça attire notre curiosité. Le problème c'est que je ne sais jamais comment l'éteindre, et c'est voilà, il éteint, il faut appuyer 6 fois dessus exactement, c'est un peu un attrape nigo, parce que clairement aucun jeu n'a besoin de ça, aucun jeu n'a besoin d'avoir une boîte avec ça, du coup elle est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans la calaxe, vous êtes obligé de la ranger en haut, et ce qui fait aussi que ça coûte de l'argent, d'autant plus que la pile je crois est fournie avec. Alors Puzzle Strike 2, parce que vous connaissez du coup probablement pas, c'est un jeu vraiment dans la logique des Diamonds, des Candy Crush, ces jeux de puzzle où vous associez des cristaux de la même couleur et boum, ça pète et ça vous donne un bonus ou ça donne un malus à l'adversaire. Un peu comme dans les Puzzle Bobble aussi, vous allez viser pour envoyer votre boule, etc. Là c'est ça, vous avez votre gem pile, votre piste où les gemmes vont tomber et forcément elles tombent l'une par-dessus l'autre. Des fois, vous allez pouvoir faire une action de crash, ça veut dire de détruire votre première gemme, et elle détruit juste la première gemme et toutes celles qui lui sont adjacentes, en ligne droite, si elles sont de la même couleur. Donc forcément, vous allez avoir beaucoup plus d'intérêt à casser, à crash votre gemme quand vous en avez 4 de la même couleur. Vous allez détruire 4 de vos gemmes, et en plus ces gemmes, vous les envoyez sur votre adversaire. Il y a en plus un bonus, si vous envoyez plus que 2 gemmes à la fois, il y a une piste sur le côté qui va vous dire, en fonction de la zone où vous êtes dans la pile, combien vous faites de bonus en plus, combien vous envoyez de gemmes en plus. Attention, si à la fin de vos tours, d'un de vos tours, vous avez plus de 10 gemmes, vous avez perdu, vous explosez. Mais ça va être intéressant de flirter avec cette limite, parce que si vous êtes tout en bas de la piste, le bonus, il est de plus 0. Plus 1, plus machin, plus ça peut aller jusqu'à plus 5, ou voire même plus 6. Et en tout cas, au niveau, la zone à 10, on va être sur du plus 4. Donc si vous arrivez à faire une zone de 4, plus 4 à cet endroit-là, vous allez faire beaucoup de dégâts, mais attention, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, puisque inéluctablement, chaque tour, vous aurez forcément des gemmes qui vont tomber, même si l'adversaire ne va rien vous en envoyer, vous allez recevoir forcément 2, puis 3, puis 4 gemmes, et puis l'adversaire souvent va vous envoyer des gemmes, ce qui va un petit peu casser toute votre logique, toute votre création de belles petites piles.
Vraiment, dans tous ces jeux d'arcade, tous ces jeux de bornes d'arcade, je vous dis encore Puzzle Bubble, etc., on est clairement dedans. Ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous cassez, vous détruisez vos gemmes, vous les envoyez, hop, elles viennent se stocker dans un combo metteur, dans un super metteur. Vous avez 4 pouvoirs différents. Quand vous avez stocké 4 bleus, bim, directement, instantanément, vous débloquez le bonus. Bonus qui va peut-être pas se débloquer au bon moment, mais vous avez vraiment ce côté instinctif de bam, je casse des gemmes, je les envoie sur l'adversaire, et il y a le bonus qui se déclenche. Vous imaginez très bien tous ces jeux où ça, il y a des chiffres qui apparaissent de partout. On est vraiment là-dedans, c'est très sympa. On va pas récupérer, pas faire nos actions n'importe comment, on va avoir un deck de cartes. Un deck de cartes de base, 7 cartes que tout le monde a, plus 3 cartes signature. On va tirer un des 10 personnages du jeu avec ces 3 petites cartes. Ça c'est sympa parce qu'au début du jeu, finalement, ça va créer un petit peu d'asymétrie. Très rapidement, cette asymétrie va disparaître parce que c'est un jeu de deck building. À la fin de chaque tour, vous allez récupérer une carte. Des fois, même pendant le tour, avec vos actions, vous allez récupérer d'autres cartes. Donc si au départ, le deck personnalisé, c'est 30% des cartes, très rapidement, ce deck personnalisé sera moins de 10%. Donc si au départ, ça peut un peu jouer, on peut avoir l'impression d'avoir notre propre personnage, au bout d'un moment, il n'est plus là et ça c'est dommage. J'aurais aimé que justement ces decks signature soient un peu plus impactants pendant la partie pour avoir l'impression d'avoir bien différentes, vraiment des parties vraiment variées. Ce 10, ça marche très bien, le deck building est cool, il n'y a jamais, c'est pas un deck building où vous allez vraiment créer du combo. C'est pas ça qui crée le combo, c'est vraiment la manière dont vous organisez vos gemmes. Et je vous rassure, il y a des cartes qui permettent de réorganiser vos gemmes. Voilà, il n'y a pas vraiment de synergie entre les cartes. C'est pas des cartes où vous allez essayer d'avoir toutes les cartes de la même couleur pour vraiment comboter. Même si en fonction de la couleur de la carte, il y a une stratégie. Toutes les cartes vertes vont plutôt vous aider, je sais plus, je crois que c'est à repiocher, etc. Alors que les cartes violettes vont plutôt vous aider. Enfin bref, il y a des petites stratégies entre les cartes, mais vous allez surtout essayer d'acheter la meilleure carte au meilleur moment, celle qui vous coûte pas trop cher, parce que plus vous achetez une carte qui est loin sur la rivière, plus elle va vous rajouter des nouvelles gemmes au tour d'après. Donc c'est un jeu avec une mécanique de deck building qui est sympa, qui vraiment permet un côté très arcade, très instantané. Les parties c'est 15-20 minutes. Mais clairement, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop surproduit. On a des gemmes qui sont vraiment en plastique, en relief, qui sont assez grosses. On a des petits pots en plastique pour poser ces gemmes. Oui, c'est pratique, mais clairement, ça, vous le vendez dans le commerce si c'est pas un Kickstarter. Pas grand monde vous l'achète, 55 € d'occasion. Et je pense que c'était comme un prix correct. Je pense que ça devait être ce prix-là, à peu près neuf. Ça vaut clairement pas le coup. Ça, c'est un jeu où on a envie de jouer ça aux alentours de 30-35 €. Donc si ça devait sortir en France, il faudrait diminuer la qualité du matériel, virer ce sceptre qui ne sert pas à rien, surtout en solo, où ça ne sert strictement à rien. En solo, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais vous affrontez un vrai adversaire qui, lui, va avoir une courbe de croissance longiligne. Il va devenir de plus en plus fort. C'est très facile à jouer, c'est très clair. Vraiment, je ne vous en dis pas plus parce qu'une vidéo est déjà tournée. Et en plus, ça fait déjà 7 minutes que je vous en parle. Une vidéo déjà tournée qui sortira probablement mardi prochain. Là, ce mardi, ou la semaine d'après, on verra bien. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu dont je cherche les extensions pour avoir plus de plaisir, pour avoir d'autres thèmes, etc. Vraiment, un petit coup de cœur, mais clairement trop produit. Et puis on va terminer avec Megalopolis, le premier microgame, en tout cas la première fournée de microgames de chez Matago. Je vous ai présenté l'extension des Cryptes de Sedlec la semaine dernière, et bien il y a l'extension pour Megalopolis. Alors attention, il y a aussi une extension pour Agropolis et une extension qui s'appelle Combopolis pour jouer avec les deux jeux. Là, je vous parle vraiment juste du paquet d'extension Megalopolis. Alors Megalopolis, c'est un indispensable de la gamme. Il n'est pas blanc, il est vert parce qu'on peut jouer à 2, à 3, à 4, c'est un jeu coop, mais c'est clairement un jeu solo en fait. Il aurait dû me mettre blanc, je pense que c'est un jeu qui se joue vraiment en solo. Un jeu dans lequel vous allez créer votre ville, de manière à faire des points. Vous tirez des cartes, sur chaque carte, il y a 4 quartiers de 4 couleurs différentes, industrie, commerce, habitation, etc. Et pour poser une carte, soit vous la mettez de manière adjacente, de manière à ce qu'il y a au moins un quartier à côté d'un autre quartier, soit vous recouvrez un autre quartier ou 2 quartiers. Vous allez dispatcher tout ça, et jusqu'à ce que vous ayez fait toute la pile de cartes, donc 18 cartes dans le jeu de base, et vous avez toujours 3 cartes en main, donc vous avez quand même un petit peu de choix. Comment vous allez poser ça? De manière à faire les 2 scorings obligatoires, c'est-à-dire que vous avez des routes de voiture, enfin des routes pour circuler, quoi. Sur ces cartes, vous perdez 1 point en fin de partie pour chaque route. Donc votre intérêt, ça va être de faire la plus grande route possible, parce que plus il y a des petits morceaux de route, plus vous perdez des points. Attention, il y a toujours une route par carte, voire souvent 2 routes, donc vous allez forcément être obligé d'avoir plusieurs routes. Mais il va falloir essayer de minimiser ça. Ensuite, vous marquez des points pour chaque quartier le plus grand. C'est-à-dire que si vous avez réussi à mettre adjacent ou l'un sur l'autre comme ça, une zone verte de 5, vous marquez 5 points. Après, vous regardez votre plus grosse zone d'habitation, votre plus grosse zone d'industrialisation, etc. Ça, c'est les scorings obligatoires. Et ensuite, vous allez piocher en début de partie 3 cartes.
3 cartes. Sur un côté, c'est les vraies cartes que vous auriez pu jouer dans votre ville. Et bah, de l'autre côté, comme sur toutes les cartes, eh bien, ce sont des scoring, des petites missions. Ça vous dit qu'il faut éviter de mettre des habitations à côté d'industries. Ça va vous dire qu'il faut créer le plus grand périphérique possible. Ça va vous dire qu'il faut... Bref, ce petit scoring qui va vous dire, bah, si vous faites ça, vous marquez 2 points pour chaque truc. Ou alors vous perdez tel point pour chaque association. Vous en tirez 3 en plus des 2 cartes de départ. Donc ça vous fait 5 objectifs. Et sur ces objectifs-là, il y a un scoring. Forcément, plus la carte est difficile, plus le scoring à atteindre est léger. Et bien, à la fin de la partie, vous additionnez les valeurs de toutes ces cartes. Ça vous dit peut-être qu'il faut 20 points. Si vous avez réussi à faire une ville de plus de 20 points, vous avez gagné. C'est très simple. Ça marche très bien. Les parties sont courtes. C'est extrêmement compliqué. Le taux de victoire, il est quand même pas très important, surtout suivant certains tirages de cartes qui sont assez costauds, voire certains tirages de cartes, 2 objectifs qui sont un petit peu contraires, l'un qui va vous favoriser les commerces et l'autre qui vous dit au contraire qu'il ne faut pas faire de commerce, donc des fois ça rend les parties franchement compliquées. Mais c'est un jeu, c'est clairement un des meilleurs de la gamme des microgames. Les meilleurs de la gamme des microgames sont les premiers. Je pense qu'ils avaient sélectionné pour choisir les meilleurs. Et puis après, maintenant, ils balancent un petit peu toutes les merdes qui sortent. Allez, j'exagère un peu, mais il y a quand même de plus en plus... Au plus ces jeux sortent, au plus il y en a des mauvais. Il faut quand même se poser des questions. Mais jeu excellent. Jeu excellent, mais ingagnable ou presque. On sort l'extension. L'extension, finalement, ça rajoute 18 nouvelles cartes. Ça rajoute finalement 5 ou 6 modules différents, avec à chaque fois, bah, au dos, toujours un petit scoring supplémentaire, mais souvent une petite gimmick. Un petit gimmick, par exemple, il y a un gimmick, c'est une carte, avec, ça va pas être un Godzilla, mais ça va être un gros serpent qui mange un immeuble, il va falloir essayer de l'isoler. Il va y avoir un petit module avec des plages. Bah, les plages, c'est le littoral, on ne peut pas mettre des cartes après habitation au-dessus du littoral. Ça les met en haut et en bas, et puis bah, il faut essayer de rapprocher les 2 littoraux le plus possible, parce que plus il y a d'espace, plus il y a de lignes entre ces littoraux, vous perdez des points. Il y en a... Voilà, tous des petits gimmicks comme ça, il va y avoir des trucs avec des zones de chantier, etc. Ça rajoute du contenu, ça rajoute des contraintes, ça rajoute des petites cartes objectifs. Est-ce que c'est indispensable? Clairement pas. Je trouve en plus que les explications sont mal faites. C'est que vous avez votre petit paquet, ça va vous expliquer chaque module. Ça vous dit que tous les modules sont compatibles l'un avec l'autre. Mais ça ne vous dit pas finalement si quand vous jouez les modules, vous prenez toutes les cartes. Aussi, vous devez modifier. Vous commencez normalement avec 15 cartes normalement dans votre paquet, je crois, puisqu'il y en a 3 pour les objectifs. Ça ne vous dit pas si, quand vous choisissez modules, vous devez garder 15 cartes et donc que vous en retirez certaines aléatoirement de la pioche de base, ou si vous devez cumuler, et du coup, au lieu d'avoir 15 cartes dans votre partie, vous en avez 20. Ça, c'est pas très clair. Ce qui n'est pas très clair aussi, c'est que finalement, en partie, si vous jouez avec tous les objectifs, ça vous rajoute 3 scoring ou 3 contraintes en plus, ce qui fait que vous avez 8 choses à surveiller, ce qui fait que la partie devient un petit peu fouillis. Vous n'arrivez pas à tout surveiller, vous avez ce côté, cette sensation un peu frustrante de ne pas pouvoir tout faire. Donc clairement, si vous jouez avec un module, il faut jouer avec un module. Ne les prenez pas tous d'un coup, ça rend les parties longues, un petit peu, voilà. Dès que vous faites un truc, vous savez que vous niquez, excusez-moi l'expression, mais 2 ou 3 scoring, donc il ne faut pas trop s'éparpiller. Le jeu de base plus un module, ça permet de rendre les parties plus fluides. N'en faites pas trop, et en fait, clairement, je trouve que cette extension n'apporte pas grand-chose. C'est du contenu, mais je trouve que le jeu se suffisait très bien à lui-même. Il y avait déjà finalement 18 scorings différents et vous n'en preniez que 3, donc ça faisait déjà des parties très différentes d'une fois à l'autre. Finalement, là, on rajoute un petit peu de complexité, on rajoute un petit peu de contraintes, on rajoute un petit peu de fouillis. Je trouve que c'est pas ultra excellent. Alors si vous êtes déjà des gros joueurs de Megalopolis et que vous gagnez toutes vos parties, peut-être que là c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça arrive. Et j'ai pas grand chose à reprocher, l'extension n'est pas mauvaise, mais je trouve qu'elle est vraiment dispensable. Le jeu était très bien comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé des 4 jeux. Finalement, les 2 que je retiens vraiment, c'est Puzzle Strike 2, mon gros coup de cœur de cette semaine, et Imperial Minors, qui était une belle découverte. Ark Nova, c'est dispensable, sauf si vous êtes un énorme joueur d'Ark Nova, ce qui n'est pas mon cas. Et ça, c'est indispensable, mais pas ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces jeux, si vous y avez joué, si vous êtes du même d'accord, si vous êtes du même avis que moi ou pas d'ailleurs, c'est tout aussi intéressant. Si certains jeux vous intéressent, il y a des petits liens affiliés en description. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.